Nous abordons aujourd'hui le deuxième volet de philosophie morale qui intéresse l'agir collectif. Il se divisera en deux. D'une part, la philosophie économique, d'autre part, la philosophie politique. Alors, comme d'habitude, dans une introduction, nous verrons de quoi nous allons traiter. Deuxièmement, pourquoi. Et troisièmement, quel plan nous allons suivre. Alors d'abord, de quoi parlons-nous ? Nous allons parler donc de l'agir de l'homme. Vous vous rappelez que l'agir de l'homme doit s'envisager de deux façons. Soit individuellement, c'est la philosophie morale proprement dite que nous avons étudiée la dernière fois. Et deuxièmement, l'agir humain, non plus individuel, mais en société ou collectif. Et c'est de lui dont nous parlons. Je crois qu'il est intéressant de resituer l'économique et la politique dans le cadre général de la philosophie en nous référant à ce que nous disions au premier cours et nous rappelant qu'il y a donc trois parties en philosophie, à savoir d'une part le domaine spéculatif, d'autre part le domaine moral ou éthique et troisièmement l'art. Et de voir que l'économique comme la politique, ça n'appartient ni au domaine spéculatif ni au domaine de l'art. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que contrairement à ce qu'on entend parfois, politique et économique, d'abord, ne sont pas une science. Et je crois que c'est important de bien noter ça. Économique et politique ne sont pas une science parce que le propre de la science, c'est de se mouvoir au niveau de l'universel. Or, l'économique et la politique, s'ils s'intéressent à l'universel au général, ont leur point d'ancrage et d'application dans le singulier, dans le particulier. Ça ne sert à rien de savoir quelles sont les structures d'une société ou d'une entreprise si par ailleurs on n'a aucune expérience de terrain. C'est pour ça qu'un bon politicien n'est pas d'abord quelqu'un qui sort d'une école qui a un bon diplôme de Sciences Po, c'est d'abord un homme de terrain. C'est pour ça qu'on est toujours stupéfait de se rendre compte qu'il y a des ministres qui n'ont pas typiquement par exemple qui n'ont pas de baccalauréat. Eh bien peu importe, il est évident que l'expérience elle-même est plus importante et prime comme telle la formation intellectuelle qui se situe simplement à un niveau universel. Et puis deuxième distinction entre le spéculatif et le pratique et qui influe directement le politique et l'économique, c'est que le propre du domaine spéculatif, c'est d'analyser. Or, en politique, l'important c'est pas d'analyser, c'est d'abord de voir une finalité, un objectif, et fonction de ça, d'y adjoindre des moyens. Donc le mode de procédé n'est pas le même. Bon, on reverra cette question-là quand nous parlerons du cours sur l'art. Et puis donc, deuxièmement, l'économie et la politique non plus, s'ils ne sont pas une science, ne sont pas non plus un art. On parle parfois d'art politique. En fait, si on veut être précis au niveau des termes, on ne peut pas parler d'art politique. Pourquoi ? Parce que ce qui caractérise la technique, on le reverra encore dans les prochains cours, c'est d'employer des méthodes qui sont rigoureusement déterminées. Si vous voulez, je ne sais pas, par exemple, fabriquer un lit, il n'y a pas 36 manières. Il n'y a pas 36 manières pour planter un clou. On veut savoir ça d'expérience. Eh bien, alors que le domaine de la technique est un domaine qui est déterminé, qui utilise des voies qui sont balisées, le domaine de l'économique et de la politique, comme le domaine de la morale en général, est un domaine extrêmement riche, extrêmement complexe, qui constamment déborde les normes. Par exemple, il est évident que même si je sais de manière générale qu'il faut que je mette mon enfant à l'école, bon, ça c'est le principe général, entre le principe universel et la réalité pratique elle-même, d'une part, il y a 36 écoles possibles, d'autre part, la liberté elle-même des personnes que j'envoie à l'école, notamment mes enfants donc, intervient, ce qui fait que la technique étant quelque chose de déterminé, ne peut pas s'appliquer immédiatement dans le domaine de l'économique et de la politique, qui lui est contingent et laisse libre place à la liberté des personnes. Donc, on ne peut pas parler d'art politique et d'art économique. Ce qui veut donc dire que, proprement, le domaine dans lequel se situe l'économique et la politique, c'est ce que nous avons appelé le domaine de la morale ou le domaine de l'agir humain. C'est d'autant plus important, je suis en train de penser que, vous savez qu'actuellement, dans le domaine de l'entreprise, bien des chefs d'entreprise envisagent leur comportement par rapport à leurs collègues, ou bien même éventuellement les concurrents, sous le mode du jeu. Et le mode du jeu, c'est le mode de la technique, c'est le mode de l'art. C'est pas du tout un mode qui est respectueux de la personne comme telle. Et
Et donc là, il y a un glissement qui n'est pas rare. Un glissement donc de la morale vers l'art, vers la technique. Et notamment, c'est aussi amusant de voir dans les entreprises à quel point on fait intervenir des personnes de l'extérieur pour nous parler de relations humaines, en réduisant donc la relation humaine à une technique, à un certain nombre de recettes. Alors que c'est d'abord quelque chose qui relève de l'éducation intérieure, de l'habitus, de la vertu, comme nous avons vu la dernière fois. Premièrement, de quoi parlons-nous? Deuxièmement, pourquoi allons-nous en parler? De l'importance. Vous savez que Jean-Paul II va bientôt sortir une encyclique sociale, ce qui montre à quel point la question est importante. Je crois que c'est important pour une raison toute particulière, c'est que aujourd'hui, les questions politiques et économiques sont devenues une espèce de vaste champ de foire où chacun expose son opinion, et la plupart des gens, si on les interroge, sont parfaitement convaincus que dans ces domaines-là, au moins dans ces domaines-là, il n'y a pas de vérité possible. Alors je crois que c'est important de se rendre compte que même si pour le contingent c'est évident que la philosophie n'a rien à dire sur le meilleur régime possible pour la Suède ou pour le Beloutchistan, bon, c'est vrai qu'elle n'a pas grande compétence pour trancher ces questions, reste que il y a un certain nombre de vérités universelles, c'est vrai, mais qui sont importantes quand même, que la philosophie peut donner pour éclairer l'agir humain. Et donc je crois que c'est important de redonner un véritable statut à la science politique, aux disciplines politiques et économiques. Troisièmement, quel plan allons-nous suivre? Et là, il va falloir que je précise un petit peu. Alors, premièrement, nous allons étudier la société en général, et surtout, nous allons étudier les différents types de sociétés, différents types d'agir collectifs. Et il faudra distinguer, notamment, les sociétés de nature économique et les sociétés de nature politique. Alors ces distinctions-là, en fait, je serai plus à même de la brosser, de la bien situer au prochain cours, donc je ne m'attarde pas à l'expliciter. Mais dès l'abord, il faut que je précise ce que je vais entendre par philosophie économique, puisque c'est l'objet de ce cours. Alors, par rapport à économique, il est intéressant de noter qu'il y a eu toute une évolution sémantique, une évolution du sens du terme économique. Si je me réfère à l'étymologie, le mot économie vient du grec oikia, nomos. Oikia, c'est la maison. Nomos, c'est la loi. Donc, le sens propre du mot économique, c'est ce qui intéresse l'ordre de la maison, c'est-à-dire l'ordre domestique. C'est une étymologie tout à fait étonnante parce que je suis bien tranquille qu'on demanderait aux gens aujourd'hui, c'est pas ce genre d'étymologie qui leur remonterait à la tête. Donc, proprement, l'économie a d'abord désigné, notamment chez les Grecs, la discipline s'intéressant à l'ordre domestique, l'ordre qui tourne autour de la famille, par opposition à la politique, qui s'intéresse à la police, alors police P-O-L-I-S, et la police P-O-L-I-S, c'est la cité. Et donc on oppose économique et politique, comme on oppose la famille, groupe intermédiaire, et finalement le groupe de base, à la cité, qui lui est le groupe parfait constitué. Alors la cité grecque, en fait, c'est l'équivalent d'une petite démocratie moderne. Et donc, premier sens, est tout à fait important donc de l'économique, c'est tout ce qui va intéresser la famille nucléaire, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire parents et enfants, ou plutôt plus exactement la famille élargie. Donc parents, enfants, les branches collatérales, et éventuellement aussi les domestiques adjoints à la famille. Puis, petit à petit, le sens en est venu à s'élargir, et notamment, il est bien certain que la famille a besoin de s'aider de groupements intermédiaires, notamment des groupements qui sont au service de la famille. Il y en a de deux ordres. Les premiers qui sont directement adjoints à l'œuvre éducative de la famille, on trouvera dans ce domaine-là les écoles, l'université, etc. Puis un deuxième type de groupement qui est adjuvant à la famille, ce sont ceux qui sont là pour subvenir aux besoins matériels de la famille. Il est évident que la famille, pour son bien-être, a besoin d'un certain nombre de biens matériels, à commencer pour pouvoir nourrir les enfants et pour que les parents eux-mêmes se nourrissent. Et donc, l'économique en est venu
à élargir son sens pour désigner tout ce qui servait à subvenir aux besoins matériels des membres de la famille, du fait donc de leur attachement à la famille. Et puis, troisième temps, dans cette évolution, ces groupements matériels en sont venus, notamment avec l'apparition des temps modernes, à prendre une telle importance qu'ils se sont autonomisés et que la science économique elle-même en est arrivée à se détacher de son origine, à savoir ce qui intéresse la famille elle-même, pour ne plus intéresser que les fondements matériels assurant donc la subsistance de la famille. Et si bien qu'aujourd'hui, le terme économique en arrive à désigner donc la discipline qui s'intéresse aux biens matériels eux-mêmes et à la circulation des biens matériels. Et on pourrait dire aujourd'hui que l'économique est quasiment une partie du politique, le politique se répartissant entre ce qui intéresse les biens matériels et ce qui intéresse les biens culturels ou sociaux, ou donc bien plus spirituels. Et donc, l'économique est devenue une partie du politique. Et s'étant désolidarisé de la famille, on a finalement perdu le centre de gravité de l'économique proprement. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, si on veut bien saisir ce que c'est que l'économique, il faut revenir en son premier sens, et c'est pas seulement qu'une gymnastique de vocabulaire à laquelle je vous invite, c'est proprement un retournement de sens qui va creuser jusqu'à la réalité même et à la compréhension même de l'ordre des choses. Donc j'entendrai économique au sens d'abord de discipline s'intéressant à la famille et ce qui est adjoint à la famille, à savoir la société professionnelle. Là donc notre exposé aura trois parties, la société en général, la société familiale, troisièmement la société professionnelle. Alors pour chacune des sociétés, dernier petit point sur la nature même sur le plan que je vais suivre. Pour chacune des sociétés, on va utiliser un plan extrêmement simple qui, je crois, permet de tout envisager. Une société peut s'envisager selon les quatre causes. Vous vous rappelez, nous avons parlé dans le cours d'introduction à la philosophie de la nature de ce qu'étaient les quatre causes. Alors je vous les rappelle cursivement. On va prendre l'exemple bien classique de la statue. Une statue peut s'analyser selon la cause matérielle, formelle, efficiente, finale. Cause matérielle de la statue, marbre. Cause formelle, c'est ce qu'elle est, Vénus de Milo. Alors j'ai la chance d'avoir Vénus de Milo avec moi, oui. Cause efficiente, c'est le sculpteur inconnu qui l'a fait. Cause finale, je me suis acheté une statue pour la mettre dans mon jardin. Eh bien, ces quatre causes peuvent servir aussi à analyser chacune des sociétés et donc déterminer les différents éléments constituants de cette société. Eh bien, on va commencer. Premièrement, la société en général. Alors, la société en général, je vais d'abord essayer d'en faire une petite analyse descriptive, et après ça, nous allons, à partir de cette analyse, tenter à en définir la nature. Alors, partons d'abord donc, de l'expérience courante. Imaginons que vous rentriez dans une pièce. Qu'est-ce que vous y remarquez ? Vous y remarquez une multitude de personnes qui sont réunies dans cette pièce et qui sont donc là, dans un même lieu. Est-ce que le fait de constater qu'il y a une multitude de personnes me permet d'affirmer que c'est une société ? Alors la réponse, en fait, doit être nuancée. Il est évident qu'il est nécessaire qu'il y ait plusieurs personnes pour qu'il y ait une société, oui. Mais est-ce que pour autant cette condition nécessaire est suffisante ? Alors je crois qu'il faut affirmer que certains individualismes extrêmes sont prêts à affirmer que oui. C'est quand même un petit peu court. Parce que sinon on va dire que tout groupement est une société. Vous assistez à un embouteillage sur la place de la Concorde, c'est une société, oui. Si on veut, mais seulement le mot pour un tel sens. Sur le périphérique aussi, oh quelle belle société. Donc il faut autre chose, ça ne suffit pas. Donc premier temps, il y a du monde. Mais deuxième temps, je constate maintenant que, outre ces personnes, il y a des relations entre les personnes. Par exemple, je constate que les personnes sont dans un coin et parlent. Il y en a d'autres dans un autre coin qui est en train de bouquiner quelque chose. Il y en a d'autres qui sont en train de s'amuser entre elles, etc. Donc je me rends compte que les personnes sont en relation et les personnes font des choses. Est-ce que cette deuxième constatation me permet, à nouveau,
de dire que ces personnes constituent une société. Ces personnes et ces actions constituent une société. Si nous affirmons que oui, là encore nous tombons dans la thèse individualiste et mécaniste, et en définitive on se rend compte que ce n'est pas assez fin comme analyse. En effet, les actions et les relations entre les personnes sont nécessaires pour qu'il y ait une société. Je ne pense pas qu'un dortoir de personnes qui dorment constitue une véritable société. Des personnes qui se promènent dans un jardin public non plus, ça ne constitue pas une société. Donc les actions comme telles ne suffisent pas encore à me dire que je suis en face d'une société. Qu'est-ce qui me manque donc? Eh bien, troisième pas, c'est alors que je remarque que les personnes qui se trouvent toujours dans la même pièce sont en fait réunies pour fêter l'anniversaire d'une personne qui est leur ancêtre commun, disons, je sais pas moi, leur grand-père. Ah, là, je suis en face d'un élément tout à fait important. Donc ce nouvel élément, c'est donc une fin à réaliser et qui donc justifie non seulement le regroupement des personnes, donc la multiplicité des personnes, mais en plus leurs actions. Pourquoi est-ce qu'elles sont là? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui parlent entre elles? Elles se connaissent, font partie de la même famille. Mais est-ce que néanmoins, avec ce troisième élément, outre les deux autres, j'ai une définition complète de la société? Pas encore, ça suffit pas. Pourquoi? Parce que même une belle finalité, même des beaux idéaux, même des belles intentions, vous connaissez un endroit qui en est plein d'ailleurs, qui en est bien pavé, même ça ne suffit pas pour constituer une société. Il faut en plus que ça soit réalisé. Alors qu'est-ce qui me manque encore? Eh bien, dernier temps de mon observation fine et judicieuse, j'observe enfin que la fille du grand-père en question, donc dont on fête l'anniversaire, qui est la maîtresse de maison, a tout organisé. J'apprends que c'est elle qui en effet a envoyé carton d'invitation, c'est elle qui a préparé le menu, c'est elle qui reçoit les gens. Bon, elle n'est pas toute seule, elle se fait aider bien sûr, mais même ceux qui l'aident, même ces personnes-là, ils font ça en étant subordonnés à ce qu'a dit la maîtresse de maison et en obéissant à ce qu'elle lui dit, de manière à ce que les choses se passent dans l'ordre. Et donc, on se rend compte, pour qu'il y ait une véritable société, pour que tout se passe selon ce qui a été prévu, donc selon la fin qui a été établie, c'est le troisième élément, il faut que donc il y ait une certaine harmonie, et cette harmonie et cet ordre lui-même est donc indispensable pour qu'il y ait une société. Et désormais, nous sommes en face d'une véritable société, au sens large bien sûr, constituée. Alors mon observation a été complète. Alors, vous pourrez remarquer que cette observation pourrait s'appliquer à beaucoup de choses. Elle pourrait s'appliquer à un orchestre. Vous rentriez, vous verriez des gens qui joueraient des instruments. Vous pourrez vous demander si ça constitue une société ou pas, ou bien dans une église, etc. Alors, ayant vu ça, deuxièmement, tirons-en donc comme conséquence ce que c'est qu'une société. En fait, j'imagine que, attentif comme vous l'êtes, vous avez remarqué que les 4 éléments que je vous ai donnés recouvrent les 4 causes que j'ai réénoncées devant vous au début du cours. Le premier élément, à savoir les différentes personnes qui sont là, c'est la cause matérielle. Deuxième élément, leurs différentes actions, c'est la cause efficiente. Troisième élément, le but poursuivi, c'est la cause finale. Quatrième élément, l'ordre et l'harmonie qui règnent, c'est la cause formelle. Eh bien, si je prends les 4 éléments, en les regroupant ensemble, je peux vous donner une définition. Vous savez qu'une bonne définition, c'est une définition par les 4 causes. On avait vu ça. Eh bien, à partir de ces 4 éléments, j'obtiens donc une définition de la société qui va être la suivante. La société est un ordre réalisé entre les hommes pour réaliser ensemble une œuvre commune dans la volonté d'un même but. Et vous retrouvez les 4 causes dans cette définition. C'est un ordre, c'est la cause formelle, réalisé entre les hommes, c'est la cause matérielle. Pour réaliser ensemble une œuvre commune, c'est la cause efficiente. Dans la volonté d'un même but, c'est la cause finale. Et avec tout ça, donc, nous avons une étude exhaustive.
Je vais juste reprendre 2 petits points. Premièrement, la cause matérielle. L'homme est un animal social. Attention, je dis social, je dis pas sociable. C'est-à-dire que comme tel, l'homme est appelé à vivre en société. Alors c'est important, hein. La raison essentielle de cela, qui est une notion qu'on a un petit peu perdue de vue, que je reverrai quand j'en parlerai de la politique, la raison principale, c'est que l'homme, quand il naît pauvre et démuni. Hein, le fameux animal dénaturé de M. Vercors. Hein. L'homme naît vraiment démuni, et du fait qu'il est démuni, pour atteindre sa perfection, il a besoin de l'aide des autres. Oui, je pense même au cas de Robinson Crusoe, même Robinson Crusoe, d'abord, parce qu'on pourrait dire, mais oui, il s'est débrouillé tout seul, c'est pas vrai, parce que d'abord sont engrammés dans sa tête tous les générations et générations de civilisations sur lesquelles il s'appuie. Puis vous vous rappelez aussi, c'est le roman de Daniel Defoe, que il avait une caisse qui avait réussi à échapper au naufrage, et c'est dans cette caisse-là, il a trouvé tous les instruments qui lui ont permis justement de pouvoir survivre. Ce qui montre donc bien que même l'idéal d'ermite solitaire qui s'est coupé de la civilisation est un pseudo-ermite. En fait, c'est pas quelqu'un qui naît par génération spontanée. Donc tout homme, non seulement est social par son origine, mais utilise tout un acquis social dont il est bien heureux d'hériter. À commencer par la langue. S'il fallait que chacun de nous élabore une langue, non seulement ce serait un beau galimatia, confère Babel, mais en plus, je veux dire, ça serait très très peu rentable. On ne se rend pas compte comme une langue est rodée par l'usage. Et finalement, contient plein de finesses. D'où une double erreur par rapport à la notion de socialité de l'homme. La première est la double erreur qui est révélatrice des 2 grandes tendances politiques actuelles, la tendance libérale, la tendance socialiste. La tendance libérale, notamment, héritée des philosophes du contrat, on appelle les philosophes du contrat des personnes comme Jean-Jacques Rousseau, Hobbes, etc. Ce sont des personnes qui estimaient que l'homme n'était pas naturellement social. C'est un homme qui le devenait par un contrat. Alors, il y a tout un tas de théories élaborées par chacun de ces auteurs, disant qu'un beau jour, les hommes ont décidé ensemble de faire un pacte, et ce pacte déciderait d'une vie en commun. Et donc, la société intervenait finalement comme une réalité extrinsèque et subie. Mais finalement, comme tout le monde l'a subi, on arrive à supporter la chose. C'est une conception donc qui est erronée, parce que l'homme est par nature sociable, puisque ça appartient à sa constitution même. Hein. Et deuxième erreur, c'est l'erreur opposée, héritée du positivisme, qui est un peu caricaturalement manifestée par certains socialismes. Donc on le trouve donc chez Comte et Durkheim, du point de vue de l'origine historique. C'est l'erreur qui dirait que non seulement l'homme est naturellement social, mais même physiquement, au sens où les hommes seraient unis dans le tissu social, un peu comme les organes dans un organisme, au point que l'homme n'existe que par la société. Et c'est une conception qui, là, en arrive à biffer complètement l'individualité. Je ne me réalise que par la société, voire ma liberté elle-même se dissout dans la contrainte sociale. Et certaines conceptions sociologiques extrémistes en arrivent à complètement me déterminer par le jeu des relations sociales. Donc, entre la conception purement contractuelle de la socialité de l'homme, la conception tellement ontologique qu'elle en arrive à brimer ma liberté, donc il y a la conception socialisante, il y a la conception médiane, qui serait de dire l'homme est naturellement social, mais au sens où cette nature elle-même, la nature de l'homme qui est une nature libre, est respectée. Bien. Ayant vu donc ce premier point qui est donc la cause matérielle, la cause finale elle-même de la société qui est le bien commun, on le détaillera quand nous verrons le bien commun politique. Donc nous allons tout de suite aborder la question de la société familiale. Premier point, nous allons voir la nécessité du mariage et de la famille. Et après ça, nous verrons ce qu'elles sont. Alors tout d'abord, mariage et famille sont donc nécessaires. On dit même, c'est classique, la famille est cellule de la société, c'est la première société. Pourquoi donc ? En effet, l'homme ne peut pas réaliser seul
ce qu'il est. Comme on le voyait tout à l'heure, l'homme a besoin des autres, et finalement la première indigence, la première incapacité de l'homme, c'est tout simplement de parvenir de l'enfance à l'âge adulte. Le cas de l'enfant sauvage est typique. L'enfant laissé avec les loups devient un loup, il ne devient pas homme. L'éducation est indispensable à l'homme, on a vu pourquoi. L'homme n'ayant pas d'instinct, c'est l'éducation qui, non pas supplée, mais permet à l'homme de devenir homme. Si vous voulez, nous sommes un peu comme un champ, et il appartient à l'éducation de faire tomber les graines dans le champ que nous sommes. On ne fait pas pousser n'importe quoi dans un champ, de même, n'importe quelle graine ne peut pas tomber dans l'homme, mais pour que le champ puisse porter du fruit, il faut qu'il soit cultivé. Et bien de même, notre nature a besoin d'être cultivée, c'est ce que l'on appelle la culture. Donc l'homme a besoin d'éducation. Or cette éducation, qui d'abord est matérielle, ensuite intéresse notre intelligence et notre volonté. Notre intelligence pour grandir dans la vérité, d'abord pour acquérir la vérité, ensuite pour grandir en elle, et la volonté pour grandir dans l'amour. Cette éducation est donnée par qui? Tout simplement par ceux qui ont donné la vie, à savoir par les parents. De même que l'éducation première et physique et matérielle a commencé d'abord par la nutrition est donnée par les parents, de même l'éducation culturelle, pourrait-on dire, doit être donnée par les parents. Or, cette éducation, vous le savez aussi bien que moi, prend du temps. C'est chez l'homme que la croissance prend la plus large part sur toute la durée de la vie. Environ un quart de la vie, ce qui est tout à fait exceptionnel par rapport à tout le reste des vivants. Donc, l'éducation elle-même des enfants, le bien des enfants, requiert une union stable des parents. Et cette union stable des parents, elle a un nom bien connu, c'est ce qu'on appelle la famille. D'où donc la nécessité de la famille. Elle se prend donc d'abord du bien des enfants. On verra après ça qu'il y a une raison qu'on doit tirer des conjoints eux-mêmes, mais il vaut mieux voir carrément la raison fondatrice et finalement la plus importante, qui est le bien des enfants. Alors, ayant vu ça, on pourrait d'ailleurs se poser aussi la question de savoir, mais est-ce que c'est vraiment la famille de prendre en charge l'éducation des enfants? Et à ce sujet-là, la grande objection que l'on se pose parfois, mais est-ce que ce ne serait pas l'État qui pourrait prendre aussi en charge l'éducation des enfants? C'est l'objection platonicienne, du communisme platonicien qui estimait que les enfants sont un bien commun, c'est à l'État de les prendre en charge, ou bien à plus bas bruit, ou bien de manière plus minimaliste, c'est la question aussi de savoir si par exemple c'est pas à l'État de se charger directement de l'éducation scolaire des enfants, la fameuse question, la fameuse querelle scolaire qui a eu lieu il y a quelque temps. Alors là, il faut faire intervenir un principe de nom bien connu qu'on appelle le principe de subsidiarité. Ce principe de subsidiarité s'énonce de la façon suivante. Il ne faut pas transférer à une instance supérieure ce qu'une instance inférieure peut assumer. Pour quelle raison? Parce que l'instance supérieure est une instance qui est supplétive et que donc elle n'a à intervenir que s'il y a une défaillance de l'instance inférieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État n'a pas remplacé la famille lorsque la famille peut très bien se débrouiller. Encore plus concrètement, la maman n'a pas fait manger son enfant lorsque l'enfant peut manger tout seul. Et ceci pour permettre l'avènement de l'autoresponsabilité, donc de la dignité même de personne, dans celui qui peut exercer un acte. Le propre d'une autorité, le propre d'une instance quelle qu'elle soit, c'est de permettre à l'homme de surgir comme homme le plus possible et donc le plus possible de pouvoir lui-même subvenir en être autonome, libre et responsable à ses besoins. Voilà pourquoi le principe de subsidiarité demande que l'État ne remplace pas la famille dans ce que la famille peut assumer. Or, il est bien évident que la famille peut assumer les premières tâches éducatives. Bon, la famille ne peut pas jouer le rôle d'école, c'est bien certain, mais la famille, par contre, peut, et en l'occurrence, puisque le principe le dit, doit pouvoir choisir
l'école qu'elle désire pour son enfant. Alors, les questions de détail ne peuvent pas être abordées ici, mais en tout cas, c'est un principe et une lumière qu'il faut bien garder en soi. Et c'est bien évident que c'est une tentation constante du collectivisme que de se substituer aux instances inférieures en les estimant incompétentes. Et c'est cette volonté un petit peu bureaucratique et étatique de tout légiférer, bon, outre l'espèce de cancérisation bureaucratique à laquelle ça donne lieu, engendre une profonde déresponsabilisation des instances inférieures et finalement des individus et des familles. Et donc, ultimement, ça va contre la dignité même de l'homme. Alors, qu'est-ce que c'est donc, maintenant nous allons étudier un peu plus en détail, qu'est-ce que c'est donc que la société conjugale? Alors, vous vous rappelez, nous avons dit que nous étudierions les 4 causes de chaque société. Alors, donc, nous allons étudier les 4 causes de la société conjugale, c'est-à-dire les sociétés formées par le mari et sa femme. Je dirais après ça un petit mot de la société proprement familiale, c'est à savoir les parents et les enfants. Alors, cause matérielle de la société conjugale, c'est une banalité, jusqu'à nouvel ordre, c'est un homme et une femme. Donc ça va nous obliger à nous pencher quelque peu sur ce que la philosophie peut nous dire de l'homme et de la femme. Alors, on sait très bien que la grande question actuelle qui a toujours traversé les âges, c'est celle de l'égalité de l'homme et de la femme, mais finalement c'est un problème sans grand intérêt. Alors, je vais donner quelques pistes de réflexion qui ne prétendent pas être exhaustives, mais juste baliser un peu le terrain. Premièrement, il est absolument certain que hommes et femmes sont essentiellement égaux, ce qui veut dire égaux par essence et par nature. C'est-à-dire que dans leur dignité humaine, hommes et femmes sont identiques. Ils ont le droit, au même droit justement, et ils ont à accomplir les mêmes devoirs. C'est-à-dire de droit, par exemple, en effet, la femme aurait toujours dû avoir le droit de vote. C'est frappant de voir à quel point c'était interdit dans certains pays. Deuxièmement, il est tout aussi certain qu'hommes et femmes, pour être égaux, sont disparates, sont différents. Alors non pas essentiellement différents, essentiellement étant pris au sens précis du terme, mais accidentellement disparates. Et c'est d'abord important de l'affirmer contre toutes les tendances que je pourrais qualifier de culturalistes, notamment, elles sont bien résumées dans un mot célèbre de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, et on sait qu'elle sort un récent livre, a fait cette thèse, c'est une femme de ministre. Alors, bien évidemment, il faut refuser une telle thèse. On ne devient pas femme, on le naît. De même qu'on ne naît pas homme, on l'est à la naissance, on l'est et physiquement et psychologiquement. On ne peut pas gommer cette différence. Alors, bon, la querelle de la supériorité n'intéresse pas beaucoup. Oui, on peut noter par exemple, je ne sais pas, au hasard, il n'y a par exemple pas de femme, c'est vrai, qui soit grand maître international aux échecs. Moi, il doit y en avoir une ou deux. Alors qu'il y en a des dizaines et des dizaines parmi les hommes. C'est en effet frappant de voir qu'il y a des domaines dans lesquels il y a une sexe ratio qui est extrêmement diverse. C'est aussi amusant de voir je crois qu'il naît statistiquement environ 105 hommes pour 100 femmes. Alors ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, d'abord dès la fin de la première année, l'égalité est rétablie, et quand on va dans un centre de gériatrie, on se rend compte qu'il y a quasiment que des femmes, puisqu'à 90 ans, il y a 3 femmes pour un homme. Et vous savez que la France, c'est la première année, elle vient de passer statistiquement la barre des 80 ans de moyenne d'âge pour la femme. La femme a une moyenne de vie de 80,2 années, alors que l'homme, lui, ne vit en moyenne que 72 ans. Il y a 8 ans de différence. Les raisons, il est facile de les imaginer. En fait, il est bien plus éclairant de traiter de la diversité des sexes en termes de complémentarité. Alors, il faut prendre le terme, donc on ne dira pas que la femme est supérieure à l'homme ou vice-versa, c'est finalement peu fécond comme problématique. Il est bien plus profond de dire que hommes et femmes sont complémentaires, mais ça aussi, ça peut pour certains être une banalité, si on ne le prend pas au sens fort du terme, à savoir que hommes et femmes sont appelés constitutivement
à se compléter. C'est dans la nature même de l'homme et de la femme que de se compléter, donc de ne pas être seul. Voilà, si je le prends au sens négatif. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit la Genèse, comme vous savez. Il n'est pas bon dans sa nature même. Alors, c'est déjà vrai au niveau physiologique. La parthénogenèse n'est pas le mode normal de reproduction de l'être humain. Il y a besoin de deux êtres de sexe différents pour qu'il y ait apparition d'un troisième être. Donc, déjà à ce niveau-là, la complémentarité, donc la complétude, est absolument indispensable. Mais par ailleurs, il faut se rappeler ce que nous avons vu en philosophie de l'homme. Nous avons vu que corps et âme dans l'être humain constituent une très profonde unité. Il y a comme diraient les cybernéticiens aujourd'hui, il y a comme un feedback entre le corps et l'âme, au point que le corps est comme le signe de l'âme. C'est évident qu'un visage me dit ce qui est dans le cœur d'une personne, surtout un regard, et vice-versa. Le corps comme tel va voir comme une causalité rétroactive sur l'âme. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que donc cette complémentarité que je note au niveau des corps, elle est aussi très réelle au niveau des âmes. Et donc il y a une complémentarité des psychismes. Et ça, il faut le maintenir. Il faut le maintenir notamment contre toutes les tendances actuelles individualistes à rechercher son bonheur dans une espèce de célibat monadique vécu tout seul. C'est frappant de voir le nombre de demandes qu'il y a dans les sécos, dans les CFA, pardon, dans les centres donc, où est conservé le sperme, de femmes célibataires demandant à être ensemencées pour elles. Et donc de femmes non mariées. En sachant très bien d'ailleurs que derrière tout ça, en général, il se camoufle en fait des profondes blessures liées à des expériences amoureuses douloureuses. Alors, on peut encore approfondir, si on avance d'un pas, cette complémentarité pour essayer de la typer un peu plus. Autrefois, les médiévaux disaient que l'homme est à la femme ce que l'actif est au passif, parce qu'il y a une conception physiologique dépassée, s'imaginant que la femme était seulement, comme il disait, réceptrice dans la génération. Alors, notamment, c'est une physiologie donc un petit peu surannée, parce qu'ils ne savaient pas biologiquement que la femme comme l'homme, au moment de la fécondation, apporte la moitié du matériel chromosomique. Et donc, ils sont tous les deux aussi actifs au niveau physique, et naturellement au niveau spirituel aussi. Reste que on doit remplacer le couple actif-passif, à mon sens, par le couple actif-réceptif. Ça me semble beaucoup plus juste. Et il faut bien se méfier parce qu'on l'entend par réceptif. Réceptif, c'est pas du tout passif. Pensez tout bêtement à la distinction qu'il y a entre écouter et entendre ou entre regarder et voir. Entendre, c'est passif. Écouter, c'est actif. Quelle vigilance ça demande? J'allais dire quelle activité, mais on oppose ça activité. Mais il faut autant de présence pour être réceptif que pour être actif. Et donc, veut dire, l'ADN ne se camoufle pas, ne rentre pas par la fenêtre, veut dire une problématique encore de l'infériorité et de la supériorité, pas du tout. Mais simplement une spécificité des rôles. Et je pense que, là encore, si on se fonde sur le rapport corps-âme, ça nous permet de comprendre donc aussi la spécificité de la femme, non seulement comme réceptivité, mais je pense à ce que dit une des grandes spécialistes médiévistes contemporaines, qui s'appelle Régine Pernoud, bien connue. Elle dit « Il est caractéristique de la femme en général de davantage s'occuper des personnes, alors que l'homme s'occupe davantage des choses. » Alors je pense que c'est une constatation que l'on peut appuyer sur ce que l'on vient de voir, que par ailleurs on peut faire, et qui est de grande vérité. Je pense à l'exemple qu'elle donnait. C'est Blanche de Castille, je crois, la mère de Saint-Louis, c'est ça, oui, qui un jour allait à un siège dans le Nord. Ça fait déjà des semaines et des semaines que les soldats étaient là, ça faisait des semaines qu'ils faisaient un siège, ils n'arrivaient à rien du tout, ils étaient complètement gelés tellement il faisait froid. Elle arrive, aussitôt, avec son sens féminin, elle se rend compte d'une chose toute simple, mais ces pauvres soldats, ils se gèlent,
Non seulement ils se morfondent, mais ils se gèlent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à une petite troupe de soldats de partir dans le bois d'à côté. Ils coupent tous les bois, ils reviennent, ils font un grand feu. Enfin, ils peuvent se chauffer, manger la nourriture un petit peu correcte. Et le lendemain, du premier coup, ils emportent la petite ville d'assaut. Donc, ce sens des personnes. On a vu la cause matérielle. Deuxièmement, la cause finale. La cause finale du mariage est double. Et les deux fins sont toutes les deux aussi essentielles, même si elles sont hiérarchisées. La première, c'est l'épanouissement des époux. C'est le soutien mutuel, comme on disait autrefois. Et la deuxième, c'est la naissance des enfants, la naissance et l'éducation des enfants. Alors tout d'abord, donc, c'est première fin, donc c'est l'épanouissement des conjoints. Alors c'est une évidence, c'est bien évident qu'on se marie d'abord à cause de l'amitié qu'on éprouve l'un pour l'autre. C'est toute la parole de la Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide semblable à lui. C'est intéressant de noter que le mot aide est très mal interprété parce qu'on plaque dessus la catégorie moderne, je ne sais pas moi, de femme de ménage ou de servante, ou je ne sais pas. Pas du tout. Quand on fait l'exégèse du terme hébreu aide, il y a une trentaine d'occurrences dans l'Ancien Testament, une vingtaine de fois, si j'ai bon souvenir, le terme aide désigne le rapport de Dieu à son peuple. C'est Dieu qui aide. Donc n'imaginez surtout pas, parce qu'il est dit que faisons une aide semblable à elle, que ça met la femme dans un état de soumission, comme disait le père de l'Église, un état donc d'infériorité. Pas du tout. Donc, première finalité du mariage, donc, le soutien mutuel. Deuxième finalité, la naissance et l'éducation qui s'ensuit, bien sûr, de l'enfant. Or là aussi, la démonstration a à peine besoin d'être donnée, c'est une constatation. D'abord parce que les époux, dans leur amitié, se signifient mutuellement cette amitié donc par l'union des corps, et cette union des corps par elle-même, par nature, est ouverte à la vie. Une autre raison est importante, c'est que tout amour digne de ce nom n'est pas stérile mais fécond. Un des signes de l'amour, quel qu'il soit, en quelque domaine que ce soit, c'est pas forcément fécond d'un enfant bien évidemment, mais quelqu'un qui aime vraiment, qui est un travailleur intellectuel, qui aime vraiment son travail intellectuel, voudra produire, évidemment. Toute personne qui fait un travail veut produire, et d'ailleurs veut être reconnue d'ailleurs en produisant, et c'est quelque chose de très légitime qu'il faut reconnaître. Donc tout amour est fructueux, une fécondité intime, et pour les chrétiens, ça a un sens tout à fait particulier, parce que justement l'amour est fécond en Dieu, fécond ensemble de personnes. Troisièmement, et la troisième raison est importante, l'amour véritable est par nature oblatif. L'amour est don de soi. Et tel est justement le cas lorsque l'amour des deux époux ne se replie pas sur lui-même, mais trouve son achèvement dans le don de la vie. L'ouverture de l'amour des époux à un troisième être en signe d'abord la véritable gratuité, et je dirais de manière plus négative, mais bien concrète, et comme une garantie d'arrachement des époux à la tentation continuelle d'égoïsme et de repli sur soi. L'enfant est un décentrement qui est comme une garantie de l'authenticité de l'amour. Parler aux époux qui passent de l'état de célibataire potentiel, en tout cas pas de parents, mais de simple époux à l'état de parents, il y a un véritable don de soi qui est, je dirais pas qui est réalisé, mais en tout cas qui est actualisé par l'arrivée de l'enfant. À commencer par les nuits qui sont bien découpées. Puis il y a une quatrième raison tout à fait prosaïque, mais qui est très importante, c'est que il est nécessaire que l'espèce humaine se perpétue. Or, il est très beau et très remarquable de constater que la perpétuation de l'espèce, et ça c'est non sans dessein, est corrélée à un acte d'amour. Seul un acte d'amour et un acte personnel d'amour entre deux personnes humaines est le lieu digne d'apparition et de venue d'un nouvel être, qui lui-même d'ailleurs est produit par l'amour. L'homme ne pouvait pas naître n'importe comment et n'importe où. Il venait d'un acte d'amour.
C'est le seul acte qui soit vraiment digne de l'homme. C'est la raison la plus profonde qui nous interdit de distinguer procréation et union des époux. Bon, je ne détaille pas, il y a un récent document, comme vous savez, qui en a parlé longuement. Mais par ailleurs, ces deux finalités, soutien mutuel, éducation de l'enfant, et d'abord naissance de l'enfant, sont hiérarchisées. Alors, d'abord d'un point de vue temporel, il est évident que d'un point de vue temporel, ce qui est premier, c'est l'amour des parents. Et d'abord des époux, pardon. On se marie d'abord parce qu'on s'aime, tout simplement. Et c'est non seulement légitime, mais c'est même conseillé. Mais deuxièmement, non plus d'un point de vue temporel et chronologique, mais d'un point de vue de nature, comme on dit d'un point de vue ontologique, il faut noter que, objectivement, la naissance de l'enfant, la procréation de l'enfant est première. Attention. Subjectivement, c'est bien évident que souvent c'est vécu comme étant second, mais objectivement, pour une raison importante, c'est que le bien même que constitue un enfant, donc une personne, son existence même, est un bien qui est absolument premier et, comme tel, est supérieur au bien même qu'est le soutien mutuel. Et cela d'autant plus que l'enfant est un être vulnérable et faible. Ça constitue une raison supplémentaire de se donner à lui. C'est très important de concevoir ça, parce que bien concevoir cette hiérarchie interdit à jamais, et aujourd'hui c'est crucial quand on voit les capacités que nous donne la procréatique, fécondation in vitro ou insémination artificielle, donc cette espèce de puissance de l'homme sur la procréation, donc de bien voir ça nous interdit de faire de l'enfant le terme d'un désir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est très légitime de désirer l'enfant, mais ce que je veux dire, c'est que jamais le désir d'épanouissement des époux ne peut être cause suffisante, et en tout cas suffire à justifier n'importe quoi pour faire arriver l'enfant. L'enfant n'est pas d'abord là pour épanouir les époux. Sinon, je réduis une personne à servir de moyen d'épanouissement pour le couple. Or, rappelez-vous la grande parole de Kant, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, il insiste là-dessus avec juste raison, jamais la dignité d'une personne ne peut la réduire à l'état de moyen. À commencer par l'enfant, justement parce qu'il est plus vulnérable, et parce que c'est une personne. Et donc, jamais je ne peux demander, exiger, au nom du désir de mon épanouissement, d'avoir un enfant, et donc de mettre au service de ce désir toutes les capacités de la technique. Alors bien évidemment, l'enfant reste ce qu'il y a de plus beau et ce qui couronne par excellence l'amour des époux, mais justement, l'enfant demeure encore le gratuit. Pas forcément inattendu, mais le gratuit. Et donc, le gratuit qui doit être aimé pour lui-même. L'enfant n'arrive jamais, peut arriver par accident, mais c'est jamais, je veux dire, une erreur. Quand on dit un enfant n'a pas été désiré, ou il peut ne pas être désiré ici et maintenant, comme on dit hic et nunc, il peut ne pas être désiré immédiatement, on veut dire, mais il est désiré en général, quel que soit l'enfant, parce que l'amour est ouvert au désir de l'enfant. Donc dire qu'un enfant n'est pas désiré, c'est nier la nature même de l'amour. Troisièmement, la cause formelle. La cause formelle, c'est l'amitié conjugale, c'est l'amitié qu'il y a entre les époux. Toute amitié, parce que c'est l'amitié elle-même, comme toute cause formelle, qui réalise l'unité entre les époux. Toute amitié, quelle qu'elle soit, a trois caractéristiques. Une amitié, c'est d'abord un amour que l'on dit de bienveillance, c'est-à-dire un amour de l'autre pour l'autre. Et de ce point de vue-là, l'amour conjugal doit être un amour de l'autre pour l'autre. Il y a une objectivité dans l'amour. J'aime pas l'autre d'abord pour moi, mais pour l'autre. Je n'ai pas le temps de vous détailler cette question-là. Mais donc, l'amour est oblatif par nature et non pas captatif. Sinon, tôt ou tard, il disparaîtra. Deuxième caractéristique de l'amitié, la bilatéralité. Un amour d'amitié est un amour qui est mutuel, réciproque. Ce qui suppose donc un minimum de reconnaissance, d'égalité. C'est évident que l'amour conjugal doit supposer un minimum d'identité. À trop insister sur la différence et l'opposition, on ne peut pas fonder un foyer. Troisième caractéristique, enfin, l'amitié conjugale suppose une communication
de vie et de bien. Je ne peux pas dire que j'aime quelqu'un si je ne le vois jamais. Quand je dis que j'ai des amis que je réécris jamais, c'est pas vrai. Et donc il faut une communication de vie. Or la vie humaine, je vous rappelle, n'est pas d'abord et seulement une vie physiologique et organique, mais c'est d'abord une vie affective, intellectuelle et volontaire, donc une vie affective et spirituelle. Spirituelle est entendu au sens philosophique, bien évidemment. Et donc, une vie conjugale uniquement fondée sur l'union des sexes, comme ça arrive malheureusement trop souvent, est une vie qui nie comme telle la véritable communication vitale qui fait et qui constitue l'unité même du foyer. La conséquence, elle est immédiate et est extrêmement importante, c'est l'indissolubilité et l'unicité du mariage. Pourquoi ? Parce que si justement le mariage est fondé sur l'amitié conjugale, et que l'amitié conjugale c'est don de soi, on ne peut pas se donner à plusieurs personnes. Ce n'est pas vrai. C'est évident que si on se donne à plusieurs personnes, à ce moment-là, on recherche chez l'une ou chez l'autre quelque chose qui manque chez la première. Alors, je ne rentre pas dans le cadre complexe des sociétés traditionnelles qui sont polygyniques ou polyandriques. C'est un cas qui fait intervenir d'autres composantes culturelles, pas du tout seulement du domaine donc, du pur désir, il y a parfois des raisons utilitaires. Hein. Donc la question est trop complexe pour être envisagée ici, mais il faut noter que de soi, la véritable amitié conjugale suppose l'unicité. Je ne dis pas l'amitié. Déjà, Aristote notait qu'on a très peu de vrais amis, parce qu'on peut très peu se donner à beaucoup, et c'est très rare d'avoir une véritable communion avec beaucoup de personnes. Mais là où la communion de vie va jusqu'à l'échange même, jusqu'à l'union des corps, donc jusqu'à aussi donc cette intimité elle-même suppose donc l'unicité. Et donc il faut clairement l'affirmer aujourd'hui. Quatrièmement, enfin, la cause efficiente. La cause efficiente du mariage, elle est double. Elle est premièrement la cause même qui fait que le mariage devient mariage, que les époux sont unis, et ça se passe dans l'acte du consentement. Alors qu'est-ce que c'est que le consentement ? Le consentement, c'est une décision libre et mutuelle de se donner sans réserve. Donc le consentement intervient lorsque les deux conjoints décident librement et mutuellement de se donner comme personne. Et c'est important de noter que cette exigence intérieure donc doit se manifester de manière extérieure. Elle doit avoir un statut social. D'une part, parce qu'il est important que ce qui est intérieur soit manifesté à l'extérieur. D'abord pour l'époux, il est intéressant comme il dit, tu sais, je t'aime, mais je te le dis pas. C'est pas vrai, je veux dire, véritablement, on doit se manifester. Et ensuite, ce cachet social est une garantie pour les biens même du mariage. C'est une garantie pour que, par exemple, l'un ou l'autre conjoint ne se marie pas avec quelqu'un d'autre, etc. Bon. Donc il est important donc, que le mariage soit aussi une réalité sociale, qui ait une certaine publicité, et qui soit une certaine réalité contractuelle, de ce point de vue-là. Deuxième type de cause efficiente, le mariage n'est pas réalisé le jour même, ou en tout cas il n'est pas réalisé qu'au jour même, il se réalise dans le temps. Donc le mariage n'est pas seulement qu'un acte, c'est d'abord un état. Et donc il y a une cause qui va le faire perpétuer, va le faire grandir dans le quotidien. Et cette cause, vous vous rappelez, on en a parlé, ce sont les habitus, notamment l'habitus d'amour conjugal. Comme disait quelqu'un, il disait, l'amour, c'est comme le feu. Pour l'entretenir, il faut y mettre une bûche chaque jour. C'est ça. Dans un couple, si on ne pose pas des petits actes d'amitié, et l'amitié a deux faces, une face positive qui est le don de soi, une face, je dirais, plus en creux qui est le pardon, le parfait don, lorsque quelque chose de plus douloureux arrive. Donc l'amour a besoin, pour se réaliser, de ces petits actes quotidiens de don et de pardon. Et ça nous permet de répondre à l'objection un petit peu pessimiste qui court assez souvent, envisageant un peu l'amour conjugal, veut dire comme un capital qui était donné le jour du mariage, et dont on monnaie au jour le jour les quotidiens en s'arrangeant pour que cette gestion soit assez bien faite pour que ça puisse durer jusqu'à la fin de la vie. C'est un petit peu ça en général. Alors que pas du tout. Le véritable amour, au contraire, c'est une graine qui est plantée au point de départ et qui est appelée à grandir au fur et à mesure et qui devrait, à la limite, vérifier le mot du poète, je t'aime un peu plus qu'hier et un peu moins que demain. Ce qui est le mouvement même de l'habitus, quels que soient par ailleurs les crises et les combats. Alors, le temps avançant, je ne
Rien de particulier sur la société familiale qui finalement est relativement facile à cerner. Passons directement à la société professionnelle. Alors premièrement, quelle est sa cause finale? Rappelez donc la société professionnelle est donc ce qu'on appellerait davantage aujourd'hui donc la société économique, et c'est elle qui est ordonnée au bien-être de la famille, au bien matériel de la famille. Donc la cause finale comme telle du travail, des entreprises, etc., donc tout le domaine économique, la cause finale de l'économie, c'est le bien de la famille. C'est de subvenir à la famille. Si le mari ou la femme éventuellement travaille, c'est pour ça. Alors, bon, je ne détaille pas plus, mais vous voyez un petit peu les conséquences immenses que cela a. Par exemple, une des choses que l'on devrait retrouver aujourd'hui et qu'on a complètement perdu de vue, c'est le sens de ce qu'on appelle le salaire familial. Ça veut dire quoi, le salaire familial? Ça ne veut pas dire que chacun touche un salaire, ça veut dire que le salaire doit être proportionné non pas seulement à celui qui travaille, mais à celui qui travaille compte tenu de sa situation familiale. Les anciens, notamment le docteur Léglise, mais aussi je veux dire, les sociologues et les économistes chrétiens, s'étaient beaucoup penchés sur cette question-là. Et c'est amusant de voir qu'aujourd'hui, on s'intéressera beaucoup aux corrélations du salarié avec son entreprise, éventuellement avec le bien commun de la nation, mais on ne s'intéresse pas, je dirais premièrement et d'abord, à son statut de famille, avec tout ce que ça peut impliquer, notamment, je pense, moi, que ça devrait rentrer en ligne de compte dans les questions de licenciement et de chômage. Le licenciement, je veux dire, ne doit pas s'appliquer de la même manière pour ceux qui sont mariés, et pas seulement, on veut dire, par raison d'humanité, comme ça arrive assez souvent, mais de manière beaucoup plus profonde, parce que la famille n'est pas qu'une entité accidentelle, c'est une entité qui constitue par sa nature la cellule de base de la société. Ayant vu ça, il est important de se défaire d'un certain nombre d'opinions contraires. Et ces deux opinions contraires sont bien synthétisées par le libéralisme et le socialisme. Ces deux doctrines font une double erreur. Tout d'abord, elles perdent le sens de la finalité de l'économie. En effet, elles perdent le sens de la hiérarchie des besoins de l'homme en estimant que la fin de l'économie, c'est la production. Et de ce fait, elles cherchent le plus grand profit, à la limite, en gommant la spécificité même de l'homme. On va rappeler le mot de Guizot au XIXe siècle, enrichissez-vous. On en trouve encore finalement une marque dans les entreprises quand on voit qu'il y a un service client. Ce n'est qu'un service. Et finalement, c'est un service qui est un moyen au service de la finalité interne de l'entreprise, qui est la production et qui est la réussite de l'entreprise. La personne n'est plus la véritable finalité. Et de ce point de vue-là, donc, l'économique doit de nouveau être resitué comme n'étant qu'un moyen par rapport au but ultime qui est l'épanouissement de l'homme. L'économique ne recherche que ce qui est matériel, alors que le bien de l'homme est un bien intégral et matériel et spirituel. Et deuxième erreur commune au libéralisme et au socialisme, ils sont tous deux centrés soit sur l'individu, c'est le cas du libéralisme, et finalement c'est l'idée qui traîne dans nos esprits. L'important pour nous l'économique c'est épargner, donc ça intéresse l'individu. On imagine que d'abord l'important c'est de gagner de l'argent pour soi, et d'autre part le socialisme, ou le socialisme, oui, dont la finalité est l'enrichissement de l'État, l'enrichissement de la puissance collective. Et dans aucun des deux cas n'est envisagé l'objectif propre de l'économique qui est la famille. Donc soit on s'intéresse à l'individu, soit on s'intéresse à l'État. Donc recentrons véritablement l'économique sur ce qui constitue son objectif, à savoir la famille. Deuxièmement, la cause efficiente. La cause efficiente de l'économie est double, c'est le travail et c'est l'échange. Alors, très rapidement, disons qu'il existe comme trois conceptions du travail. La conception libérale, qui finalement partage avec la conception socialiste une
une conception un petit peu globalisante du travail. Le travail est constitutif de l'homme. Le travail fait partie des réalités qui permet à l'homme d'être homme. Et cela vaut encore davantage pour le socialisme, quand on sait que un Marx envisageait l'homme comme un homo faber d'abord. En fait, il faudrait faire intervenir une deuxième conception qui là n'est ni libérale, ni socialiste, ni réaliste, qui, elle, dévalorise le travail. C'était notamment la conception romaine. Vous savez que le travail était fait par les esclaves pour permettre à l'homme de s'adonner aux activités nobles, dites libérales, mais dans un autre sens, qui justement nous permettaient de ne pas être assujettis aux réalités matérielles. Alors en fait, la juste vérité est entre les deux. On ne peut pas dire que le travail soit le tout de l'homme, bien évidemment, puisque l'homme a d'autres composantes qui sont beaucoup plus spécifiques, ni que le travail est méprisable. En fait, le travail est une réalité qui appartient à la vie de l'homme, qui est nécessaire à son épanouissement. Les conséquences du chômage le montrent, qui donc l'ennoblit, mais qui cependant ne l'épanouissent pas totalement. Vous connaissez le mot du père Philippe, il dit « Ceux qui travaillent beaucoup aiment peu ». Et c'est bien vu. Il est fréquent en effet que l'homme, à cause de son travail, oublie qu'il a une vie de famille, oublie qu'il est appelé à aimer. Il y a une dialectique entre une dialectique existentielle, je veux dire dans le concret, entre le travail et toute la vie d'amitié, la vie relationnelle, la vie associative. Donc, rappelons-nous simplement que le travail est valorisant, et finalement est valorisant d'abord par le don de soi qu'il implique. Non pas immédiatement par la transformation de la matière elle-même, mais par le don de nous-mêmes qui est impliqué. Alors je ne dirai rien de l'échange parce que ça nous entraînerait trop loin. Passons directement à la cause matérielle. La cause matérielle de la société économique, donc de l'économie, c'est la propriété. C'est la propriété qui permet à l'économie de pouvoir se développer. Il y a un droit naturel de propriété, mais il faut préciser un petit peu les choses. Et pour ça, comme toujours, voyons d'abord la conception libérale, puis socialiste, et enfin la conception juste et réaliste. Alors la conception libérale nous dit la propriété est un droit absolu et sacré. Au nom de la propriété, je peux faire ce que je veux. C'est intouchable. On pourrait dire que le grand principe du libéralisme pourrait se résumer dans une phrase. C'est à moi, donc c'est pour moi. J'en fais ce que je veux. Et finalement, mon bien constitue ma perfection, et quelle que soit la misère que je peux observer autour de moi, comme c'est à moi, j'en fais ce que je veux. J'en suis le seul utilisateur. Deuxième conception, la conception socialiste, tout l'inverse, se rendant compte, le socialiste, que la propriété privée est la racine de bien des exploitations, de bien des luttes entre les classes, on est arrivé à dire exactement l'inverse. Et donc on est arrivé à ôter la propriété des mains de ceux qui la possèdent pour dire qu'elle appartient à l'État qui va la redistribuer en fonction des besoins qu'il perçoit. Et donc là, le mot d'ordre ne sera plus « c'est à moi, donc c'est pour moi », mais « c'est pour tous, donc c'est à tous ». Alors, quelle est la juste conception? Parce qu'en même temps, il y a quelque chose de juste qui est touché par chacune des conceptions. Eh bien, traditionnellement, on distingue deux aspects dans la propriété. Le premier aspect qui est proprement l'usage de la propriété, et le deuxième qui est l'exercice de la propriété. L'usage, c'est la finalité. La propriété est faite pour quoi, en deux mots? Eh bien, la propriété, elle est faite pour le bien commun. Elle est faite pour tous, en l'occurrence. Et la propriété, donc, a une destination universelle. Elle est faite pour servir à chacun. Il n'est pas, de ce point de vue-là, juste que certains manquent de ce dont ils ont besoin. Donc, la finalité est comme telle universelle. Elle est commune. Ça, c'est la grande erreur repérée par le socialisme. C'est la grande vérité, repérée par le socialisme, et c'est la grande erreur du libéralisme que de l'avoir perdu de vue.
Deuxièmement, après l'usage comme tel, il y a l'exercice même. Donc là, c'est au niveau des moyens, non plus au niveau de la finalité. Et l'exercice même de la propriété. Est-ce que cet exercice doit être privé ou collectif? Eh bien là, au contraire, c'est là où le libéralisme a vu juste. L'exercice comme tel de la propriété, le plus souvent, doit être privé, non pas collectif. Pourquoi? Oh, les raisons sont multiples. Notamment, tout le monde sait très bien qu'un bien qui est géré par tous n'est géré par personne. Et que, finalement, pour permettre une plus grande sécurité, une plus grande satisfaction personnelle, il est important que la gestion soit faite par des individus, de manière à mieux assurer comme tel le bien privé. Bon, il y a d'autres raisons qui fondent comme tel le droit naturel de propriété, mais ça nous donne un petit peu l'essentiel. Ce qui entraîne d'ailleurs des conséquences pratiques importantes. Les pères de l'Église disaient que un homme qui manque du nécessaire, qui n'a pas de quoi manger, a le droit, passant devant un étalage, on dirait nous de voler, mais eux disaient de prendre quelque chose pour manger. Parce que le bien est fait pour les hommes et pour qu'ils vivent. Si quelqu'un possède au point que ça empêche un autre de pouvoir subsister, ça devient de sa part à lui du vol. Vous vous rappelez la parole de Léon Bloy, qui trempait sa plume dans les larmes et le vitriol. Il disait « L'argent des riches et le sang des pauvres ». Alors dit avec l'extrémisme de Léon Bloy, ça a un sens pris dans la philosophie réaliste de la propriété. Et naturellement, si on parlait du problème mondialiste que constituent les pays en voie de développement, ou bien l'endettement colossal du tiers-monde, vous savez que le Brésil, qui a pourtant un excédent dans sa balance extérieure, tout l'excédent sert à éponger les intérêts qu'il doit aux prêts autorisés par le FMI et la BM. Donc c'est hallucinant de voir l'endettement du tiers-monde. Ça pose en effet la question de la distinction qu'il y a à poser donc entre, comme tel, les deux aspects de la propriété. Donc c'est cette question-là, en même temps, a des incidences extrêmement concrètes, extrêmement cruciales. Dernièrement, la cause formelle de l'économie, la traiter avec quelques détails nous entraînerait dans des conséquences un petit peu trop complexes pour être envisagées. C'est toute la question finalement du rapport entre droit privé et droit public, la question donc de l'intervention de l'État et jusqu'à quel point l'État a le droit d'intervenir dans la gestion des affaires professionnelles. C'est aussi la grande question des corporations. Bien, il est évident qu'un des grands principes à utiliser, c'est celui que nous avons rappelé tout à l'heure, à savoir le principe de subsidiarité. Bon, pour ne pas rentrer dans des questions trop concrètes, nous allons donc conclure et achever là. Donc vous comprenez que pour saisir ces différents types de sociétés, il faut partir de l'analyse quadripartite par les quatre causes. Donc ça c'est le schème de base, bien utile. Par ailleurs, rappelez-vous aussi, c'est tout à fait important, que ce qui donne sens à l'économie, notamment à l'économie professionnelle, c'est la famille. Donc redécouvrir la famille comme point de gravitation, comme le centre de gravitation. Mais la famille elle-même, même aidée par la société professionnelle, ne constitue pas encore une société parfaite qui peut donner à l'homme son plein épanouissement. Il faudra donc qu'advienne une autre société qui assure à l'homme son plein épanouissement, et ce sera la société politique. Et donc nous verrons la prochaine fois ce qu'est la société que les anciens appelaient parfaite, à savoir la société politique.